Bienvenue dans Le Monde Invisible, une série de balados qui fait partie d'une trousse d'outils de sensibilisation et de lutte contre le racisme et les discriminations faite par le Centre d'éducation populaire de l'Estrie. Le CEP de l'Estrie, c'est quoi? C'est un organisme en alphabétisation qui œuvre dans la région depuis maintenant 45 ans. Dans chaque épisode, nous allons aborder différentes thématiques relatant les expériences de personnes peu scolarisées issues de l'immigration, d'intervenants du milieu et autres. La création de cette série a été rendue possible grâce au programme Sherbrooke Collectivité accueillante de la ville de Sherbrooke. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode, je me suis entretenue avec 5 néo-québécois de longue date. Je les ai questionnés sur leur parcours professionnel depuis leur arrivée ici à Sherbrooke. En tant qu'immigrants, est-ce qu'on en vit du racisme lorsqu'on tente de se frayer un chemin dans le monde du travail sherbrookois? Je vous laisse le découvrir avec nos invités. Bonne écoute! Bonjour à vous 5. Merci d'être avec nous aujourd'hui, puis merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre quelques minutes peut-être pour que vous vous présentiez. Ok. Mon nom, c'est Javier Melgarejo. Je viens du Pérou et je suis arrivé au Canada en 1986. Et à ce moment, je suis retraité. Bonjour, mon nom c'est Laila. Je suis originaire du Maroc. Je suis venue ici en 2010. C'était un parrainage, un mariage qui m'a fait venir ici. Sinon, je n'allais pas sortir de mon pays. Donc, je finissais mes études, j'avais un bel job, j'avais tout. Il n'y a pas quelque chose qui va me laisser sortir de mon pays. Ouais, c'est l'amour. Puis, je suis coach sportif. Je m'appelle Léopold Mafouana. Je suis d'origine du Congo-Brazzaville, parce qu'il y a 2 Congos. Je suis ingénieur de formation. J'ai une maîtrise en informatique, en gestion des réseaux ordinés, donc réseau informatique. Et je suis arrivé au Canada en 2003. Je travaille actuellement pour le Cégep de Sherbrooke en sécurité informatique. Mon nom est Ruka. Je suis originaire du Niger, en Afrique de l'Ouest. Je suis arrivée à Sherbrooke en 2008. Puis là, je travaille pour la ville de Sherbrooke en tant que responsable du dossier de l'immigration. Bonjour, je m'appelle Nawel Amokran. Je suis directrice du Centre d'éducation populaire de l'Estrie. Mes origines, en fait, je viens de l'Algérie, mais j'ai vécu en Algérie. Après, avec ma famille, on est parti en France. Et plus tard, je suis venue avec mon conjoint ici au Québec. Ça fait 18 ans, mais je suis arrivée un 24 juin, donc je me considère comme québécoise depuis le premier jour. Eh bien, enchanté tout le monde. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de votre occupation dans votre pays d'origine avant de venir vers Sherbrooke? Alors, au pays, avant d'arriver ici, j'avais juste terminé mes études et donc je faisais une sorte de stage dans une ONG. J'étais l'agente de liaison entre l'ONG et le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Donc, je m'occupais à travailler avec les organismes qui récupéraient, entre guillemets, les enfants victimes de traite dans la sous-région. J'ai quitté le Congo, j'avais 18 ans en 1990. Je suis allé en Union soviétique. Donc, on s'entend que je ne travaillais pas en 1990, mais j'avais obtenu mon diplôme de fin d'études, on va dire, secondaires, et à la suite de quoi j'ai été à l'université en Union soviétique. Dans mon pays d'origine, j'étais gestionnaire au port, le port méditerranéen, le grand port au Maroc. Quand je suis venue pour la première fois, c'était pour continuer même chose, mais puisqu'ici, il n'y a pas de port, donc j'ai changé. J'ai étudié à l'Université Laval, donc j'ai changé en gestion manufacturière et logistique. Quand j'ai quitté la France, je venais juste de finir ma thèse de doctorat. Là, j'ai fait plusieurs travaux là-bas. La dernière, je travaillais dans un bureau d'un consulat de l'ambassade de Suisse. OK, j'entends que vous avez quand même des domaines puis des expériences qui sont différentes l'un de l'autre.
Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui vous a amené ici à Sherbrooke plutôt qu'ailleurs au Québec? L'une des principales raisons d'avoir choisi Sherbrooke est que nous avions vécu dans des grandes villes, donc je parle de Moscou, de Saint-Pétersbourg, je parle de Mexico City, et on avait déjà 2 enfants. On s'est dit que ça nous prend une ville vraiment pour une ville tranquille là, qui nous permettrait justement de donner un peu plus de tranquillité aux enfants, de ne pas avoir à s'inquiéter quand les enfants vont aller jouer à l'extérieur par exemple. Alors, c'est comme quand on dit j'ai pas choisi, Sherbrooke m'a choisi, le Québec m'a choisi parce que moi c'est l'amour qui m'a amené ici. J'ai épousé un Québécois, comme on dit pure laine, de longue racine, et je l'ai suivi. C'est des circonstances de la vie qui m'ont permis de venir ici. Je ne connaissais pas le Canada et surtout le Québec. Et c'est parce que dans ce temps-là, là-bas, je faisais des travaux politiques. Beaucoup de jeunes dans ce temps-là étaient impliqués à faveur du peuple. Fait que, à un moment donné, ça a rendu très dangereux. Les militaires commençaient à faire disparaître beaucoup de jeunes qui en étaient contre de ce que les militaires y faisaient. Là. Et j'avais peur de ça, ils mettaient en danger ma famille et tout ça. Ça, c'est une des raisons de pourquoi il fallait que je m'en aille. Je suis arrivé à la frontière du Canada par les États-Unis et c'est là que j'ai demandé le statut de réfugié politique. Pourquoi Sherbrooke? Au départ, j'ai choisi le Québec, c'est parce que c'est un choix de vie que j'ai fait avec mon mari. Le Sherbrooke, pourquoi? C'est les études, le travail, c'est ça qui nous a ramenés ici à Sherbrooke. Donc, une fois sur place, là, comment ça se passe, la recherche d'emploi? La première expérience ou les premières expériences, comment ça s'est passé? Par exemple, est-ce que c'est vous qui avez fait vos recherches vous-même pour un premier emploi ou est-ce qu'il y a une organisation quelconque, une agence qui vous a accompagné dans ça? Parlez-moi-en un petit peu, là. À Sherbrooke, ma première expérience professionnelle était à Richmond, Plastique MP. Et je travaillais je pense de 20h à 1h du matin. En tout cas, c'était vraiment un shift, comme on dit, de soir ou de nuit. Et donc, on sortait de l'usine, je pense, vers 1h du matin, 2h. Et mon travail consistait à boffer du plastique. C'était des pièces d'auto qui étaient par la suite utilisées comme des rétroviseurs, comme des enjoliveurs. Bref, tout ce qui est plastique dans les autos, Plastique MP les faisait. Pas dans mon domaine d'études. Pourquoi? Parce que quand nous arrivons au Canada, c'était à la suite des publicités que Immigration Québec faisait aux étrangers, aux futurs immigrants, disant que le domaine informatique était très, très en demande au Canada. Alors, moi, j'étais très enjoué. J'avais promis le ciel et la terre à ma femme et mes enfants. Et quand nous arrivâmes ici au Canada, on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Et alors, on a tout de suite résolu de se repositionner, bien qu'il y avait un bon côté à la chose. Il y avait l'aide sociale. Et donc, on est parti à l'aide sociale. Il y avait aussi un programme d'intégration des nouveaux arrivants. Je pense que c'était le SATI en ce temps-là. Et donc, ils nous ont aidés à constituer des CV. Ils nous ont aidés à nous orienter. Et étant donné que l'urgence était vraiment le côté financier, on a pris un peu ce qui nous tombait sous la main. Oui, puis avec raison, parce que, comme on dit, les factures ne se payent pas toutes seules, donc on comprend. Puis pour toi, Nawel? En fait, j'ai jamais eu d'expérience professionnelle dans mon domaine d'études. C'est mon nom et mon nom de famille sur le CV qui a fait que j'ai jamais eu d'appel ou d'entrevue par rapport à ça. Donc, même si j'ai diminué mes compétences par rapport au doctorat et tout ça, c'est même postulé comme technicienne, j'ai jamais eu d'appel. J'ai des diplômes français, je veux dire, j'ai quand même 2 ans d'expérience en recherche à l'Université de Sherbrooke. Mais après, pendant 2 ans d'attente et de recherche, j'ai décidé de m'orienter vers autre chose parce qu'il fallait bien qu'on travaille. Il fallait bien se nourrir aussi.
quand j'ai vu que ça marchait pas, je suis allée voir sur le marché de travail qu'est-ce qui se faisait, c'est quoi. Et moi, comme l'éducation, ça m'intéressait beaucoup, donc je suis retournée à l'école pour faire un diplôme en éducation à l'enfance et par la suite un diplôme en éducation à l'université pour les adultes parce que je voulais aussi enseigner. Mais même, je voulais postuler pour être enseignante au secondaire. Même ça, on m'a dit « retourne à l'école » alors que j'avais 10 ans d'études dans mes poches. Et j'ai dit non. Mais donc, j'essayais de voir ce qui se passe. C'est où j'allais avoir un emploi. Donc, c'est comme ça. Mais ça ne m'empêchait pas de... En fait, je suis retournée aux études, mais à temps partiel. En même temps, je travaillais comme éducatrice. Éducatrice, ouais, c'est ça. C'est comme ça. OK, donc si je comprends bien, toi, finalement, on t'a pas laissé la chance de montrer que tu étais compétente dans ton domaine d'études. Donc, tu as dû te réorienter. Est-ce que pour toi, Laïla, c'était la même chose aussi? Non, j'avais pas cette difficulté. C'était facile parce que j'ai commencé par faire les études. J'ai eu mon diplôme et j'avais des notes excellentes. Donc, on m'a choisi directement. Donc, je fais le test écrit, oral et j'avais la première note. Donc, on m'a pris. C'était comme ça, ouais. Peux-tu me rappeler, c'était en quelle année? C'était en 2015, oui. Comme je t'ai dit, au Maroc, j'avais déjà un niveau supérieur. J'étais en première année de doctorat. Mes études étaient en français, en anglais, en arabe. Donc, j'avais un mélange de tout. J'avais quand même un potentiel polyvalent. Donc, c'était pas difficile. Le seul côté difficile, c'est quand on me voit voilée, musulmane, étrangère. Donc, là, ça change un peu. Ben justement, vous m'amenez exactement là où je voulais aller. Mais peut-être avant de vous poser la question directement, j'aimerais ça savoir pour vous, c'est quoi la définition du mot racisme? Pour moi, le racisme, c'est vraiment quand on se pense supérieur à quelqu'un, mais surtout quand cette supériorité t'empêche de vivre, de manger, de trouver un emploi. Là, ça commence à être réellement dangereux parce que si le reste, bon, tu ne m'aimes pas parce que je viens d'ailleurs, c'est du racisme, mais ça va encore. Tu me laisses vivre ma vie. Mais si tu commences à mettre des bâtons dans les roues et à faire en sorte que ma vie devienne plus compliquée, problématique de trouver un logement, puis tout ça, là, je me dis, c'est du racisme qui peut être dangereux. Ça, c'est très relatif parce que chaque personne, c'est ça. Qu'est-ce que les parents ils te donnent comme éducation? Si tes parents ils te montrent qu'il faut être respectueux, que peu importe la couleur de la personne, c'est toujours avant le respect. Que si tes parents ils t'ont rien montré, disons, respecter l'être humain, c'est ça que ça fait. C'est l'ignorance en fin de compte. Ah, c'est complexe ce mot-là parce qu'on peut l'employer, n'importe comment. Pour moi, le racisme, il y a deux types de racisme. Il y a le racisme où quand on te voit, on te dit on t'aime pas parce que t'es noir ou t'as une autre couleur ou t'es habillé autrement ou t'as des cheveux autrement ou t'as une religion différente que moi. Mais on te le dit, ça c'est du racisme pour moi. Moi, je le sais, tu m'aimes pas, c'est bon. Je sais à quoi m'attendre. Et après, il y a un autre type de racisme où c'est des questions indirectes, mais qui titillent, et en même temps, c'est des micro-agressions. Et c'est ce racisme-là où j'ai le plus de difficultés parce que, par exemple, moi qui viens de France, où j'ai eu une vie, j'ai rencontré des gens, et j'ai rencontré des gens racistes qui votaient à l'époque, il y a 20 ans en arrière, qui votaient l'extrême droite, mais je le savais, mais on pouvait travailler ensemble. Je savais qu'ils n'aimaient pas les Noirs et les Arabes, mais ils me le disaient. Mais ça n'empêchait pas qu'on travaille, on le savait, il me parlait de faciès, alors que je suis devant lui. Mais c'est ce que je trouve ici au Québec, ce genre de racisme, je ne le vois pas. Mais c'est un autre type de racisme que j'ai rencontré, que je ne m'y attendais pas et que ça m'est rentré en pleine face. Je dirais, moi, le racisme, quand la personne il te voit différent de lui, ça regroupe tout. Que ce soit au niveau de la couleur de peau, de la forme, de la religion, l'origine, comment tu parles, ton accent. Donc, tant qu'il voit où ça la dérange, sa différenciation, pour moi, c'est le racisme. Justement, selon cette définition-là que vous venez de me donner du racisme, est-ce que vous considérez que vous, dans votre parcours professionnel à Sherbrooke, vous en avez vécu du racisme? Oui, j'ai vécu du racisme dans mon parcours professionnel ici à Sherbrooke.
C'est tellement subtil que tu ne le vois pas tout de suite. Par exemple, tu vas en entretien, tout se passe beau, les gens sont très enjoués, ils te montrent vraiment qu'ils sont très accueillants, ils te disent, mais écoute, tu as un beau profil, on aime bien ton CV, on aime bien la description que tu fais de ton expérience professionnelle et nous pensons que tu es la personne idéale. Et alors, on va t'appeler dans quelques jours, ils t'appellent jamais. Moi, je comprends pas qu'on te dise pas tout de suite qu'on ne peut pas te prendre ou encore suivre la procédure. Quelques heures plus tard, 2-3 jours plus tard, ben on t'envoie un courrier ou on t'appelle pour dire, écoutez, monsieur, on a pris une autre personne à votre place pour telle et telle raison. Sur 10 fois que j'ai postulé, j'ai dû forcer la main pour avoir les 2-3 fois où j'ai été, où j'ai eu un feedback. Là. Aucun retour. Je pourrais dire que c'est pas une question directe. Comme Racine, c'est comme je suis coach sportif. Donc, le monde, quand il vient s'inscrire, est-ce que vous acceptez que des musulmans? Mais non, moi, je donne pas le cours de la religion, je donne le cours de fitness. Donc, tout le monde est le bienvenu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la question aussi que je reçois fréquemment. Comme si tu te sens pas à l'aise dans ton travail. Tu veux faire ton travail à l'aise, tu veux te comporter comme tout le monde à un certain moment, comme si quelqu'un il vient te rappeler que tu fais la prière, tu fais le jeûne. Ça, c'est quelque chose qui te regarde pas. Je fais ma job comme il faut, donc c'est ça ça s'arrête là. Je l'ai vécu. C'était un organisme que je nommerai pas, évidemment, parce que c'est les personnes, c'est pas l'organisme. Que j'étais allée justement parce que Orientation Travail nous a dit appelez, ensuite prenez un rendez-vous, allez porter votre CV. Puis j'avais fait toute la procédure. J'avais parlé à la directrice, donc elle m'a dit je suis pas là, mais allez porter quand même votre CV. Je vais le prendre quand je vais revenir. Puis elle a été super sympa. Je suis arrivée, la secrétaire discutait avec un intervenant de la place. Donc, quand je suis rentrée, j'ai senti un froid tout de suite. Je leur ai dit, la directrice m'a dit qu'elle m'a dit de laisser mon CV pour un travail ici. Fait que voilà, j'ai apporté le CV. Ah, merci. OK, ils l'ont pris. Puis moi, je suis sortie pour mettre mon manteau. Les deux pensaient que j'étais partie. Et donc, ils ont commencé à rire de mon nom, à mal le prononcer de manière exprès. Parce que c'est vrai que j'ai un nom qui est des fois imprononçable pour certaines personnes, mais tu le sens quand la personne le fait, pas par exprès, quand la personne le fait. Et à la fin, ils ont dit, elle pense vraiment qu'elle va travailler ici. Donc, j'ai compris que mon nom, mon origine, mon ascendance, tout ça faisait en sorte que pour eux, c'est clair que j'avais pas ma place là. Je dirais aujourd'hui, oui, parfois j'ai des commentaires. Ah, t'es la directrice. Et oui. Ah, je pensais pas. Je le vois dans le non-verbal, dans la façon de répondre. Même ici, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, c'est vous ». Par exemple, pendant la pandémie sur Zoom, dès qu'il y a mon nom qui s'affichait sur Zoom, mais il n'y avait pas ma face, mais j'entendais, parce que c'était des personnes du monde politique, ils disaient « Qui c'est ça ?» Parce qu'ils voyaient mon nom. Ça, c'est moi. Ah, ça doit être vraiment difficile, compliqué de vivre ce genre d'expérience-là. Il y a Javier, je n'ai pas entendu. Est-ce que pour toi, ça s'est passé différemment? As-tu déjà vécu des choses dans le genre? Non, je n'ai jamais vécu aucune expérience comme ça. À mon travail, quand j'ai commencé, au début, je ne parlais pas beaucoup les Français. Fait que les mots, j'étais quelqu'un qui saluait tout le monde, même si je ne parlais pas bien le français. Et j'étais le seul immigrant. Fait qu'à un moment donné, quand je maîtrisais la langue, toute la langue, ils m'ont dit, Javier, c'était vraiment le fun. Tu ne parlais pas, mais tu nous saluais. Il faut se respecter. Ça, c'est le point principal. Il faut se respecter. Peu importe la couleur, les croyances, c'est le respect, simplement. Ouais, c'est très bien dit. Ben justement, je vais prendre cette porte que tu m'ouvres vers du positif un peu et je vais demander la question suivante. Si vous aviez la possibilité de vous adresser aux Sherbrookois, autant à la population qu'aux élus, par exemple, qu'est-ce que vous proposeriez pour améliorer la situation? Je pense qu'il faut être ouvert et une façon de s'ouvrir, c'est d'apprendre à écouter et d'arrêter de se baser sur les préjugés qu'on a. On dit par exemple que les Mexicains, ils sont spécialisés à arriver en retard. Les Noirs, il faut très très léger comme profil humain. Et par exemple, les Anglais, eux, ils arrivent 5 minutes à l'avance au rendez-vous. Bref, ces profilages-là, je pense qu'aujourd'hui, sont en train de changer parce que on vit dans un monde de mondialisation
Et donc, déjà, cette mixture fait que le profil d'un être humain peut être faussé si on se base sur les vieux concepts. Un exemple qui s'est produit lors d'une entrevue à l'emploi où je suis, c'est une personne qui est d'origine ivoirienne et elle postule au cégep de Sherbrooke. Et à l'entrevue, on voyait tout de suite que la personne était vraiment stressée et donc n'arrivait pas à se vendre. Et le directeur a dit, écoute, on arrête l'entrevue, oublie ce qui vient de se produire, vends-toi, parle. Et c'est à ce moment-là que la personne a commencé à parler, à s'exprimer. On a découvert un autre profil humain. Et aujourd'hui, la personne est technicien principal. Mais si on l'avait jugé par rapport à la première partie de l'entrevue, on aurait perdu une très bonne collègue. Le monde est en train de changer et le monde change très vite. Et il faut se donner justement cette ouverture d'esprit-là pour aller trouver des perles rares qui parfois ne sont pas visibles par rapport au canevas qu'on s'est fait dans la société, malheureusement. Le plus important, c'est de vivre ensemble, d'accepter l'autre. C'est important d'accepter les différences. Quand on accepte la différence des autres, on va mieux vivre. La sensibilisation, simplement. La sensibilisation. Il n'y a pas un autre mot. Sensibilisation partout. Je dirais qu'il faut y avoir plus de sensibilité, que le monde il commence à regarder. Tu sais, l'œil de l'enfant, je veux ça. L'enfant, là, quand il veut jouer avec un autre enfant, il ne regarde pas la couleur de la peau, il ne regarde pas d'où il vient, il est son ami, point final, s'arrête là. Donc, moi, tu viens te comporter avec moi, tu veux quelque chose, par exemple, on a quelque chose en commun. On n'a pas besoin de me rappeler c'est quoi ma religion, c'est quoi mes racines, c'est quoi... C'est pas important à ce point-là. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire aux Sherbrookois et Sherbrookoises? Je veux leur dire d'être juste... Je sais que c'est cliché de dire ça, mais juste d'être ouvert et d'essayer. D'essayer de rentrer en contact avec peut-être l'autre qui fait peur, parce qu'il est différent, parce qu'il vient d'ailleurs, parce qu'on se dit, à part ces temps qui courent, on ne peut rien dire. On peut tout dire, c'est juste l'art et la manière. Et d'essayer parce que quand on n'essaye pas, on ne sait pas. C'est comme la nourriture, un plat qu'on voit, puis peut-être qu'il n'a pas l'air super appétissant, mais des fois tu goûtes, puis tu dis « Waouh, je ne m'attendais pas à ça ». Mais les personnes aussi de qui on a peur, c'est comme un plat qui n'a pas l'air appétissant. Des fois, allons leur parler, puis essayons de découvrir par nous-mêmes, au lieu de se laisser guider par nos peurs ou nos préjugés, mais simplement de dire j'ai espoir que je vais apprendre quelque chose. Et même si la relation ne se passe pas bien, on a appris toujours quelque chose. Et l'idée n'est pas de généraliser, parce que ça ne s'est pas bien passé avec une personne, que toutes les personnes sont pareilles. Mais je sais que ce n'est pas évident, notre cerveau aime bien généraliser, mais c'est de faire un travail là-dessus. Donc, essayons tout simplement. Puis voyons c'est quoi le résultat à la fin. Oh, merci. Merci Ruka, merci tout le monde sur ces belles paroles et aussi sur ces belles images. Je veux vraiment vous remercier de nous avoir partagé vos expériences dans ce balado. Ce que je retiens finalement, c'est qu'il y a encore un travail de sensibilisation et d'éducation à faire autour de la question. Je pense que dans un esprit de réflexion, de recherche de solutions, on peut peut-être tous se poser la même question qui est la suivante. Moi, en tant que personne ou en tant qu'organisation, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à un changement positif en lien avec le racisme en milieu de travail? Merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la série Le Monde Invisible.